Ok. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez pour les personnes qui sont déjà arrivées, qui sont connectées? Ok. Alors, euh, euh, Bonjour à tous. Bienvenue déjà à tous les participants. Bienvenue sur ce webinaire. Aujourd'hui, on va présenter les principaux moyens de contestation utilisables lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle survient en entreprise. Ce webinaire va être animé donc par Olivia Colmette-Dage et Sophie Trévet pour Marvel Avocat, Caroline Noailly-Laporte, Karine Dumas et Fabrice Piastrino pour Medicat Partner. En 1 heure, on va présenter les principaux enjeux liés au traitement des ATMP. On va expliquer le principe de fonctionnement financier de ces derniers et présenter les différents types de contentieux ainsi que le déroulé des procédures qui sont associées. On va démarrer dans quelques instants, simplement le temps de laisser les derniers participants se connecter, nous rejoindre. Je vous propose de laisser 30 secondes, 1 minute et on commencera. Il est 9h05. Je vous propose qu'on commence pour essayer de tenir l'heure qu'on a prévue ensemble. Olivia, je vais peut-être te laisser commencer par te présenter Marvel Avocat, le département ATMP notamment. Merci François. Bonjour à tous, je suis Olivia Colmédage, associée du cabinet Marvel et je dirige le département ATMP. Marvel est un cabinet d'affaires qui regroupe une cinquantaine de personnes, dont un des piliers forts est le droit de la sécurité sociale et l'accompagnement des employeurs dans leur contestation en ATMP. L'équipe d'avocats de Marvel vient d'horizons très différents, juridiques, médicaux, mais aussi le monde de l'entreprise, comme notamment Sophie Trévet qui intervient à mes côtés aujourd'hui. Chacun de nous, on intervient quotidiennement dans les différents domaines du droit de la sécurité sociale, des ATMP, mais aussi des domaines jouxtant cette spécialité. C'est évidemment les contestations ATMP, c'est les contestations de taux d'IPP, le droit de la tarification, le contentieux URSSAF, mais également le droit pénal du travail, la responsabilité de l'employeur, ou encore la faute inexcusable ou la gestion de l'absentéisme. Dans tous ces domaines, ou la plupart d'entre eux en tout cas, le rôle de l'avocat et du médecin et leur interconnexion est essentiel. C'est pour ça que je vais laisser la parole maintenant à Caroline pour nous présenter Medicat Partner.
Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Donc, effectivement, donc, je suis Caroline Noël-Laporte, la directrice de Medicat Partner. Et donc, à mes côtés, Karine Dumas, qui est la directrice adjointe et qui est dans l'entreprise depuis 17 ans, et Fabrice Piastrino, qui travaille au service commercial et qui accompagne également les clients au quotidien. Alors, Medicat Partner est une entreprise qui fêtera ses 35 ans d'existence cette année. Et donc, nous accompagnons également nos clients sur la gestion et la maîtrise de leur absentéisme, en commençant par la mise en place ou des préconisations sur les indicateurs de suivi de cet absentéisme-là, puis sur la recherche des origines de l'absentéisme et enfin la mise en place d'actions qui seront adaptées aux problématiques qu'on a identifiées chez nos clients, soit des actions préventives, et donc là on parlera plutôt de formation de managers par exemple, d'organisation de campagnes de vaccination sur les sites, dans les entreprises, voilà, de la communication, de la sensibilisation, mais également des actions plus coercitives. Et là, on parle plutôt de contrôle médical employeur, qui est en fait notre cœur de métier depuis 35 ans. Contrôle médical qui peut être utilisé pour tout motif d'arrêt de travail, que ce soit de la maladie ordinaire, de l'accident de travail ou des maladies professionnelles. Le contrôle AT, qui cette fois est vraiment spécifique à l'AT et nous permet de questionner le caractère professionnel de l'arrêt de travail. Et enfin, l'expertise médicale employeur, qui est le sujet du jour. Et donc, notre équipe est constituée de 6 personnes, notamment qui sont dédiées à la gestion de ces dossiers et qui sont les interlocuteurs privilégiés de nos clients. On travaille avec plus de 3500 médecins sur toute la France, répartis partout en France, dont 1800 médecins qui sont vraiment experts et donc dédiés aux expertises médicales, ce qui nous permet de réaliser environ 1000 expertises et près de 8500 contrôles par an. Eh bien, bonjour à tous. Pourquoi un partenariat Marvel Avocat, Medicat Partner et Marvel Up? Eh bien, lorsque Marvel Avocat lance sa plateforme de services juridiques en ligne Marvel Up, qui a pour vocation de proposer à ses clients d'effectuer leurs opérations juridiques en ligne, il apparaît que dans le cadre des procédures liées aux accidents du travail et maladies professionnelles, l'intervention d'un médecin est nécessaire. Le partenariat avec Medicat Partner apparaît alors de manière tout à fait naturelle et logique, d'autant plus que les problématiques des clients de chaque entité se sont révélées similaires. Alors, ce partenariat offre différents avantages. Tout d'abord, aux clients de Medicat Partner qui peuvent avoir plus de leviers en cas d'absence injustifiée de leurs salariés, mais également aux clients de Marvel Up qui vont pouvoir avoir accès à un partenaire médical lorsque nécessaire, ce qui représente un gain de temps. Et enfin, aux clients de Marvel Avocat qui vont pouvoir lutter encore plus efficacement contre l'absentéisme dans les entreprises clientes. C'est à mon tour. Bonjour à tous, Sophie Trévet, cabinet Marvel. Donc, je suis collaboratrice et depuis 5 ans au sein du cabinet Marvel. Donc, je suis spécialiste en droit de la sécurité sociale sur l'intégralité des domaines d'intervention. Effectivement, ma particularité, et je ne peux pas ne pas le dire, c'est que j'ai travaillé 10 ans en entreprise avec vous, en fait, à votre place, messieurs les directeurs ressources humaines ou autres dans les entreprises, et que j'ai assisté vos collaborateurs pour gérer les accidents du travail et les maladies professionnelles et toutes les incidences qui en suivent malheureusement au détriment de l'entreprise. Alors je me permets, avant de vous parler du vif du sujet, de laisser une petite parole à François Gladieux pour présenter Marvel Up, parce qu'on en fait état dans le partenariat Marvel Up, Medicat Partner, et que on voulait peut-être vous éclairer sur ce point avant de parler du vif du sujet. Petit problème technique. Alors, j'avance donc. Nous reviendrons plus tard sur ce point. Évidemment, pour vous parler des accidents du travail, de maladies professionnelles, même si on va surtout axer sur le... Alors, François Gladieux nous indique qu'il n'a plus d'Internet pour l'instant. J'espère que ça veut dire que vous pouvez toujours nous suivre. C'est mieux. Donc, qui dit accident du travail, maladie professionnelle pour les entreprises à gérer en interne, en fait, on a plein de problématiques, plein d'enjeux.
l'enjeu principal que vous devez rencontrer, c'est l'aspect social sur le management au quotidien, les risques d'inaptitude physique, le problème avec le climat, avec les représentants du personnel. Ça, c'est énorme, qui veulent absolument un maintien dans l'emploi, alors que c'est difficile dans une thématique de gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles. Évidemment, on a tout l'aspect juridique. Alors évidemment, sinon, ce serait moins sympathique s'il n'y avait pas le pénal qui est pas très loin derrière, et la faute inexcusable de l'employeur, ce qui est un gros sujet dans les juridictions. On ne manque pas d'occupation sur cette thématique-là. Évidemment, pour ma part, je vais vous parler d'argent, l'aspect financier, puis c'est ce qui est le nerf de la guerre, et ce que nous pouvons, avec Medicat Partner, Marvel Up et Marvel Avocat, vous obtenir un gain financier, bizarrement comme quoi, du fait par des crédits URSSAF. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors je sais que dans les participants, bon nombre de personnes, alors il y a monsieur Tisseron qui indique qu'il n'a pas de son à la présentation. Je laisse qui de droit gérer l'aspect technique. Et je suis désolée, je poursuis mes explications sur les cotisations sociales. Donc vos entreprises, et vous, donc vous ne pouvez pas ignorer ce point-là. Tous les mois, vous payez des cotisations sociales à l'URSSAF au titre de votre taux accident du travail sur la masse salariale tous les mois de ce mois. La particularité de ce taux de cotisation AT-MP, qui est notifié par la CARSAT au 1er janvier de chaque mois, c'est qu'il y a pardon, je suis perturbée par les problèmes de connexion, alors que j'aimerais absolument que vous m'entendiez et que vous suiviez ce webinaire. La particularité du taux AT, c'est que c'est le seul taux qui fluctue. Vous pouvez le voir baisser, alors pas augmenter en cours d'année, sauf des majorations qui vous sont imputées pour des problèmes de prévention. Mais vous pouvez le voir baisser en cours d'année, et c'est tout l'intérêt. C'est le seul taux de cotisation URSSAF qui vous permet de le faire, et il faut pouvoir en avoir conscience et se dire qu'il faut travailler sur ce point. Je vous ai mis en premier une feuille de calcul. Je vous fais grâce vraiment de à quoi ça correspond. Je vais vous l'expliquer en vous montrant ma slide suivante, qui vous verrez, ça c'est encore plus c'est toujours aussi compliqué. Alors je sais que beaucoup de gens connaissent, et donc je vais essayer d'être simple et technique en même temps. Donc sur le taux de cotisation, il est calculé sur la valeur du risque, donc les accidents du travail et les maladies professionnelles pendant 3 ans, divisé par la masse salariale de ces mêmes 3 années, avec évidemment des ajouts de majoration, sinon ce serait beaucoup moins sympathique. Avant 2010, on payait les cotisations au montant, centime par centime, de ce qui était payé par la sécurité sociale à l'assuré en fonction de son accident du travail, et donc en fonction de son salaire. Depuis 2010, l'État manquant d'argent, et au cas où les caisses de la sécurité sociale ne pouvaient pas être, devaient être compensées par les employeurs, ce qui est souvent le cas, eh bien le gouvernement a décidé de passer par un système de coût moyen. Le système de coût moyen est que en fonction du nombre de jours d'arrêt, l'imputation, et donc la valeur du risque pour pouvoir payer pardon, je suis perturbée par les échanges de mails, en espérant que tout se passe bien, mais je vais rester concentrée sur le sujet. Le coût moyen, donc c'est en fonction du nombre de jours d'arrêt, donc de 0 jours jusqu'à 150 jours, et c'est reporté sur un système de compte employeur qui permet de calculer cette valeur du risque, qui est le montant que l'employeur finalement paye, reporté évidemment sur un taux de cotisation chaque année. Chaque accident du travail ou maladie professionnelle rentrera dans le calcul du taux pendant 3 ans. C'est beaucoup plus drôle. Si vous avez un décès, eh bien, vous le payerez 3 fois. Décès, on est sur hauteur environ d'un calcul de cotisation environ à 400 000 € au global, alors que vous avez des imputations, on est sur des ordres de 600 ou 500 000 €. Donc c'est très important, et c'est très, très, très douloureux pour vos cotisations sociales qui nécessairement augmentent.
Très important, ces coûts moyens qui sont revus chaque année, c'est que ça vous permet en fonction de votre catégorie d'activité, de voir combien vous allez payer. Alors évidemment, toujours reporté sur un taux de cotisation, en fonction de chaque accident du travail, chaque maladie professionnelle, en fonction de leur jour d'arrêt. Jour d'arrêt, c'est qu'avant, quand il n'y avait pas d'arrêt de travail, on ne payait pas. Maintenant, même dès lors qu'il y a prise en charge, la première colonne, donc si on prend la métallurgie, qui n'est pas la moins bien accidentogène, et donc ça peut assez vite monter au niveau des coûts moyens. Vous avez d'office 288 jours qui rentrent dans le compte employeur et donc dans le compteur pour calculer votre taux de cotisation. Les accidents actuellement 2022 rentreront dans le calcul 2024, 2025 et 2026. Donc, le moindre accident pris en charge pour la métallurgie, vous avez 288 euros fois 3, d'une certaine manière, évidemment divisé par la masse salariale, majoré par plusieurs taux de majoration supplémentaires. Et donc, chaque accident a un coût. Évidemment, vous allez me dire 288 euros, c'est pas très grave. Et effectivement, c'est pas très grave. C'est pas ça qui va faire influer sur votre taux de cotisation. Par contre, il faut le savoir, à partir de 45 jours, donc 10 avant 45 jours, donc on a les 0 à 4 pour 288 euros pour la métallurgie, 664 jusqu'à 15 jours, et 2202, j'espère que vous voyez bien les slides, enfin, jusqu'à 45 jours. 2000 euros, bon, ça devient sympathique, mais c'est pas encore trop douloureux. À partir de 46 jours, c'est 5 930 euros. Et là, vos taux de cotisation augmentent. 45 jours, un mois et demi. C'est rien. Sauf que dès lors que l'arrêt de travail est prescrit, qu'on a atteint les 46 jours, que vous n'avez rien fait, l'imputation a lieu. Vous ne pouvez, alors, en temps réel, plus rien faire. Et alors, l'imputation tombe des 5 930 euros. Évidemment, ce n'est pas en temps réel puisque vous cotiserez dans 2 ans, mais c'est trop tard. Alors, je vous dis, quand on passe à 91 jours, donc 3 mois d'arrêt, c'est 11 200 euros. Je vous disais qu'à 5 000 euros, votre taux augmente. Que dirais-je pour les 11 000 euros? Chose encore plus désagréable, c'est quand on dépasse les 150 jours. 150 jours, c'est 5 mois. On a un maxi, c'est-à-dire qu'à partir de 151 jours, le compteur s'arrête. Mais rassurez-vous, avec 40 000 euros, 40 000 à 320 euros pour la métallurgie, je vous assure que la sécurité sociale s'est très bien débrouillée pour récupérer les fonds engagés, même si la personne était arrêtée pendant 2 ans, puisque souvent les salaires ne sont pas à hauteur des 40 320 euros. Donc, les IJSS, les indemnités journalières de sécurité sociale, ne correspondent pas à ce montant-là. Donc, vous avez une fois 40 000 euros pour 151 jours, même si la personne va être arrêtée pendant 300 jours, et vous allez payer les 40 000 euros sur 3 années de compte employeur, sur un seul année de compte employeur, sur 3 années de taux de cotisation. Et là, nécessairement, votre taux a largement augmenté. Ça, c'est uniquement pour les arrêts de travail. Si le salarié a des séquelles, la sécurité sociale, via son médecin conseil, va fixer un taux d'incapacité permanente partielle pour indemniser l'assuré sur les séquelles qu'il a subies suite à son accident du travail ou maladie professionnelle. À moins de 10%, la sécurité sociale va verser un capital, c'est un chèque. Rien de très grave, sur 2 300 euros pour la métallurgie, rien de très grave. Par contre, dès lors que les séquelles sont suffisamment graves, elles sont donc attribuées par le médecin conseil avec un barème et qu'il attribue dans ces cas-là une rente à vie qui est donc un minimum à 10%. Ça va très vite, les 10%. Eh bien, on est déjà sur 64 000 euros. Votre taux a largement augmenté et nécessairement, vous allez vous rendre compte de cette imputation et de cette augmentation de taux de cotisation sur les 3 années concernées. Je ne vous parle même pas quand on passe à 20% d'incapacité permanente, mais si, je vais le faire, où on est à 128 000 euros. Et là où votre taux de cotisation va subir probablement un système d'écrêtement. Ah, ça, c'est le côté un peu plus technique, qui est qu'on a un système de plafond et de seuil par rapport au taux de l'année précédente. Dans la mesure, alors l'historique c'était, alors vite fait, c'est qu'on était sur le BTP, les taux quand vous avez des accidents très graves explosaient, ce qui fait que la sécurité, les entreprises ferment boutique puisqu'elles ne pouvaient pas assumer les cotisations sociales. Donc ils ont décidé de faire un système de plafond et de seuil également, parce qu'on ne veut pas baisser trop vite non plus, ce qui fait que par rapport au taux précédent de l'année précédente,
on peut augmenter un maximum et baisser un minimum. Si vous avez 128 000 euros d'imputation par rapport à une IPP de 20%, votre taux nécessairement va augmenter et augmentera d'office de ce plafond. Ce qui fait que si vous avez un taux assez bas, vous allez d'office m'augmenter de 1%, soit de 25% d'office. Et l'année d'après, eh bien, sans grande surprise, vous allez encore augmenter. Ce qui fait qu'il y a des actions nécessaires à faire pour, sur ces arrêts de travail et sur les taux d'IPP, soit en amont en faisant des contre-visites médicales, en assurant la reprise du salarié, en évitant les séquelles, en évitant les accidents du travail, ça marche aussi, et les maladies professionnelles, et en gérant en amont au quotidien l'intégralité des sinistres. Et ça, c'est notamment un rôle que nous assurons Marvel Avocat et Medicat Partner, pour lequel, si vous avez des difficultés sur ce point ou des questions, nous sommes à votre disposition. Là, notre sujet, c'est davantage les contentieux où malheureusement, c'est imputé et c'est fait. Comment faire pour retirer l'imputation? C'est tout l'intérêt de ce taux de cotisation, c'est que la CARSAT accepte, si on obtient une décision de justice, de ramener le taux, enfin d'enlever la ligne concernant le sinistre, en fonction de l'action qu'on a menée, bien entendu, et de voir baisser de manière substantielle votre taux de cotisation. On peut être sur des montants très importants. Je vous parlais d'un décès. C'est pas très sympathique comme sujet, mais ça arrive trop régulièrement. On obtient par des moyens de retirer la ligne d'imputation du décès, et c'est un gain financier, comme je vous disais, à 400 000 euros. Très clairement, je sais ça parce que j'ai fait ça quand j'étais en entreprise et que j'ai donc pu calculer, et on est dans ces 1,5 million, 400 000, 500 000 euros de base, en fonction évidemment de votre masse salariale, mais ça atteint très vite. Après, je vous avais mis une feuille un compte employeur, mais ça, je pense que pardon. Pardon, juste Sophie, on a une question qui nous a été posée et ça peut être bien de préciser pourquoi est-ce qu'on paye 3 fois un Ah oui. accident lorsqu'il y a un accident. Alors, je reprends la question qui est l'AT est pris en compte sur l'année où il est survenu. Le taux de cotisation est effectivement une moyenne des 3 années précédentes. Donc pourquoi est-ce qu'on le paye 3 fois, si tu peux préciser, s'il te plaît. sans souci. Je vous ai remis la feuille de calcul qui permet alors au milieu, qui est exprès très compliqué, sinon c'est pas drôle. C'est pour comme ça les employeurs ne comprennent rien. Mais en fait, c'est en réalité beaucoup plus simple. Vous voyez au milieu, il y a l'année 2017, 2018, 2019. Là, on vous a donné un taux 2021. C'est pas très compliqué, c'est de prendre la dernière année du compte employeur, donc là 2019, rajouter 2 ans, parce que la sécurité sociale, il leur faut bien 2 ans pour se lancer, pour pouvoir calculer un taux de cotisation. J'ai été méchante, hein, mais c'est vrai. Et donc, quand vous avez un sinistre, par exemple en 2017 ou 2018, ce sera peut-être plus simple. 2018, vous voyez, donc là, la masse salariale à 750 000 euros et vous avez le valeur du risque, le A 36 223 euros. Là, considérons qu'on a eu l'imputation du sinistre, l'accident du travail en 2018. Dans ce tableau, en 2018, il aura déjà impacté 2020 parce qu'il aura été à la colonne, à la ligne 2017. Puis l'année prochaine, donc en 2021, il apparaît là, au milieu du tableau. L'année prochaine, il apparaîtra à la fin du tableau, donc à la place du 2019, puisqu'en 2018, il aura impacté 2020, donc rentrera dans ce tableau en première ligne. L'année d'après, il calculera le taux 2021 et sera dans la ligne du milieu. Et l'année d'après, en 2022, donc cette année, dernière année où on subit le compte employeur 2018, donc 2022, et il sera en 2019. En 2023, le compte employeur aura disparu et on aura les comptes employeurs 2021, 2020, 2019. Je fais à compte à rebours parce que je suis pas très bonne en maths, et donc c'est plus simple pour moi. Et donc vous aurez eu 2020, 2021, 2019, et après en 2024, c'est le compte employeur 2019 qui disparaît. Ce qui fait que chaque sinistre rentre dans le calcul du taux pendant 3 ans. C'est beaucoup plus sympathique pour payer et remplir les caisses de l'État, puisque rappelons que les accidents du travail payent les retraites, compensent les caisses de retraite. Sur le compte employeur, rapidement, c'est ce que vous avez sur notre entreprise qui vous permet de suivre en temps réel tous vos sinistres dès lors qu'ils sont pris en charge. La CARSAT
ou Cramif pour le Paris imputent les coûts en temps réel. Alors, ils ne sont pas toujours très à jour, mais ils ont un système de flux, la caisse primaire transmet, et vous avez dans ces cas-là le nombre de jours qui avance, qui avance, qui avance. Ça vous permet de le savoir où vous en êtes, et notamment de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur par rapport aux arrêts de travail que vous recevez, et savoir si vous êtes en cohérence, en espérant que des fois la CARSAT oublie d'imputer. Ça n'arrive jamais. Non, ça arrive de temps en temps, et c'est très bien. Et donc là, vous voyez, vous avez des accidents du travail et des rentes. Et les rentes, vous aviez une rente de 11% et de 10% à 59 000 euros. Là, le taux de cotisation, on est donc à plus de 100 000 euros d'imputation rien que sur les 2 rentes. Le taux de cotisation a largement augmenté, voire a atteint le plafond dont je vous parlais tout à l'heure. En espérant que j'ai été suffisamment claire. Pour vous donner envie, on a fait une slide sur l'intérêt de contester les taux accidents du travail et les accidents du travail et les maladies professionnelles. C'était vous montrer que si on a un taux actuel à 3,70, si on ne fait rien, eh bien, vous voyez, avec les 100 000 euros d'imputation promis, la société va très probablement prendre un point d'office. Là, on est à 4,70, donc à 6 millions de cotisations, alors que l'année précédente, ils étaient à 5 millions. On a des grosses cotisations et des grosses masses. Je ne vous souhaite pas autant de cotisations à payer, mais ça arrive. Et très sincèrement, et je pense que des entreprises qui ont déjà, qui nous écoutent, qui ont déjà agi sur leur taux de cotisation, se rendent compte qu'on peut très vite passer le cap des 3%, qui là est un taux beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile à gérer au quotidien et à subir en cotisation. Et donc, on peut très vite passer de 4,70 à 2,90 si on agit, soit en amont pour éviter les accidents du travail, obtenir des refus de prise en charge, limiter les arrêts de travail et donc limiter les imputations qu'on a vues avec les plus de 150 jours. Les IPP de fait d'office, puisque si la personne a repris, généralement, elle n'a pas de séquelles. On évite les inaptitudes physiques, beaucoup plus sympathique parce que dans ce cas-là, en AT-MP, l'enjeu financier est très conséquent. Et on fait baisser les taux de cotisation par du contentieux, et ça vous permet d'avoir un crédit URSSAF. Et en trésorerie, c'est toujours très agréable. J'en ai fini sur l'aspect financier, et je laisse Olivia reprendre sur le contentieux. Alors, merci Sophie. En effet, il existe 2 grands types de contentieux, le contentieux général et le contentieux technique, selon ce que l'on veut contester. Le contentieux général, l'objectif, c'est vraiment de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail ou de la maladie. Il ne s'agit pas évidemment de contester toutes les maladies, mais simplement celles que l'employeur supporte injustement, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, les fausses maladies ou les faux accidents. Et donc, en cela, réparer les injustices. L'objectif est d'obtenir l'inopposabilité de la décision à l'employeur. Pour cela, il est important de savoir que c'est un recours strictement entre l'employeur et la caisse primaire qui n'aura aucune conséquence sur les droits acquis du salarié. Il s'agit d'une procédure en 2 temps, une phase amiable devant la commission de recours amiable, puis une phase judiciaire devant le tribunal judiciaire. Attention, il y a un délai vraiment impératif pour l'employeur. Il a un délai de 2 mois incompressible et auquel on ne peut pas déroger pour contester cette prise en charge. Après cela, il sera considéré comme forclos. Il existe différents motifs de contestation de cette prise en charge de l'accident ou de la maladie professionnelle. Ces motifs, on les élabore au fur et à mesure de l'évolution de la réglementation et de la jurisprudence. Les principaux vous sont cités sur le slide. C'est d'abord le non-respect des règles de procédure. Là, on va vérifier que l'employeur a été à même de prendre connaissance de l'ensemble du dossier lors de la phase de l'instruction et d'y apporter toutes les réponses nécessaires. Il y a également la matérialité de l'accident. Est-ce que la maladie ou l'accident est vraiment survenu au temps et au lieu du travail et une cause directement reliable au travail? Pour ce motif, l'intervention du médecin est vraiment importante parce qu'il peut nous permettre, au travers d'une note, notamment devant le tribunal judiciaire, d'établir la cause étrangère avec le travail ou l'existence d'un état antérieur. Par exemple,
On est souvent confronté à des déchirures aortiques que le salarié et la caisse veulent rattacher à l'emploi. Or, c'est souvent malheureusement un problème congénital et donc l'intervention du médecin va nous permettre d'écarter le caractère professionnel de l'accident. Enfin, il y a le non-respect des conditions réglementaires du tableau des maladies professionnelles. Il s'agit là de savoir, c'est la désignation de la maladie et de savoir et la durée de l'exposition au risque. Est-ce que ces conditions qui sont fixées pour chacune de ces maladies ont été effectivement respectées dans la prise en charge? Un dernier motif de contestation, important là aussi pour la collaboration avocat-médecin, et l'imputabilité des arrêts de travail. En fait, on s'aperçoit que la caisse primaire ne vérifie que très rarement la date de consolidation et son bien fondé. Donc, dans les faits, devant les tribunaux, il nous est tout à fait possible, grâce là encore à une collaboration étroite avec le médecin, de venir contester cette date d'imputabilité qu'on considère tardive et de la ramener, de la faire avancer, ce qui a pour conséquence pour l'employeur un gain, la réalisation d'économies et surtout de ne plus supporter les soins et les arrêts de travail qui sera postérieur à cette nouvelle date de consolidation. C'est une procédure particulière parce que médicale, donc elle n'est pas devant la commission de recours amiable, mais devant la commission médicale de recours amiable, composée de médecins experts et de médecins de la caisse primaire. Et donc, je vais laisser Medicat Partner vous expliquer le rôle important du médecin dans cette procédure. Quel est le rôle du médecin expert que nous mandatons devant la CMRA et le tribunal judiciaire? D'abord, il reçoit et analyse le dossier médical du salarié, par exemple, tous les certificats médicaux. Ensuite, il établit un rapport d'expertise médicale et propose une nouvelle date de consolidation. Et pour finir, il participe aux opérations d'expertise médicale judiciaire. Je relaisse la parole. C'est mon tour. Oui. Voilà. Alors, pour appuyer ce qui vous a été dit, effectivement, on se rend compte très, très souvent, parce que je vais régulièrement devant les tribunaux concernés, que les caisses primaires, comme on est sur de l'accident du travail et maladie professionnelle et que c'est l'employeur qui paye, c'est au cas où vous n'auriez pas compris ce point-là, même si je pense que vous vous en rendez vite compte, la sécurité sociale s'occupe davantage des arrêts maladie, évidemment, puisque c'est le pot commun qui paye, et se dit que sur les accidents du travail et maladies professionnelles, peu importe. Ce qui fait que les arrêts de travail perdurent très longtemps si l'employeur ne fait rien. Et on se rend compte, dans les cas d'un contentieux, alors les commissions médicales de recours amiable actuellement ont un peu du mal, c'est la mise en place est récente et elles ont beaucoup du mal parce qu'il faut récupérer tout le dossier médical, tous les certificats médicaux, transmettre au médecin, à notre médecin, et ont beaucoup, beaucoup de mal. Mais devant les juridictions, parce qu'on a l'habitude de ce contentieux depuis très, très longtemps, eh bien, nos experts, des experts de Medicat Partner établissent un rapport médical devant la juridiction qui montre réellement qu'il y a eu une erreur dans la fixation de la date de consolidation. Alors, la jurisprudence nous impose de prouver un état antérieur, alors soit une cause totalement étrangère, mais ça en espérant que la caisse l'aurait vu et aurait refusé l'accident du travail, même si on se fait beaucoup de mal, parce qu'évidemment, ils n'ont pas du tout été recherchés cette information. On est souvent sur une dolorisation, une aggravation temporaire de cet état antérieur, mais la sécurité sociale, considérant que l'aggravation doit être prise en compte au titre de l'accident du travail, il laisse traîner, il faut le dire, mais devant les contentieux, devant le tribunal, avec expertise, donc on a un expert médical judiciaire et notre expert médical partner, on se rend très vite compte que la dolorisation de l'état antérieur, à un moment donné, cesse, les effets de l'accident du travail sont épuisés, l'état antérieur reprenant son évolution propre. Et là, la jurisprudence, et ça n'a pas été une mince affaire, nous permettent d'obtenir ce changement de date de consolidation dans les rapports caisse-employeur. Évidemment, les droits du salarié, lui, il bénéficie toujours des mêmes droits et ça va des conséquences désagréables pour les employeurs puisque il y a des cotisations différentes avec des dates différentes, mais pour l'employeur, l'inaptitude physique reste toujours là avec une date de consolidation et les IPP qui vont avec, malheureusement. Mais au niveau de votre cotisation sociale, on aura permis
permis et ça arrive très très souvent, de passer alors je ne vous ai pas parlé technique avec les notions d'IT6, très intime, plus de 150 jours, les 151 jours où on était là sur des sommes très importantes, où on est à 50 000 euros, et tout d'un coup, euh, donc on peut passer à 200 jours, 300 jours, et tenez-vous bien, je vous assure, à moins de 3 mois. Et dans ces cas-là, eh bien, on se retrouve avec une IT4 ou une IT5. Ah, je suis désagréable. Alors, les 90 jours dont je vous parlais, même si on est à 5 000 ou 9 000 euros d'imputation, c'est quand même nettement moins difficile que de de supporter l'IT6 à plus de 150 jours, je vous assure. Et ça marche beaucoup, très très bien devant les juridictions qui sont obligées d'homologuer. Le plus dur est d'obtenir une expertise, mais si la note de nos médecins et ça arrive très régulièrement, est très efficace, on obtient une expertise et les juridictions n'apprécient pas, mais elles se retrouvent très 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 souvent à homologuer les rapports d'expertise, nous donnant raison. Et donc, la caisse primaire est obligée, même si elle se bat comme elle peut, elle est obligée de plier, et donc, vous avez des crédits URSSAF très conséquents, et c'est la même chose, sur le contentieux technique et sur le contentieux du taux d'incapacité permanente partielle, où là, on était très vite sur des sommes nettement plus supérieures. Sur l'indemnisation des séquelles, comme je vous expliquais, le médecin conseil donc attribue en fonction des séquelles et en application d'un barème, un taux d'IPP qu'il fixe, qui est opposable à l'employeur et qui est imputé. L'employeur n'a pas vraiment son mot à dire avant la prise des décisions, mais dès réception de la notification que vous recevez par LRAR, vous avez 2 mois, et je vous conseille vivement ah, de, pardon, de, je ne sais pas ce qui se passe dans l'ordre des slides. Vous avez vivement le conseil vivement de regarder le taux qui est, indiqué sur, ce document. S'il est à moins de 10, sauf un risque de, faute inexcusable de l'employeur, il y a pas de voilà, de gros risques financiers, et de toute façon, nous ne pourrions rien faire puisque que ce soit 9 ou 7 ou 5, c'est le même montant. Mais à partir de 10, je vous conseille vivement de regarder et soumettre un avocat ou un médecin pour voir, s'il y a quelque chose à faire, puisque les conclusions médicales sont en bas, plus ou moins détaillées, mais ça vous permet de savoir si, il y a, une contestation possible, et vraiment, réellement, on a, les taux d'IPP, sont, très largement revus à la baisse, soit, devant la commission médicale de recours amiable, soit en contentieux judiciaire. On obtient également, des annulations, c'est pas le bon terme, soit, des inopposabilités, de la décision attributive, de l'UTO d'IPP, ce qui fait que tout part, ou un taux zéro. Pour ceux qui veulent avoir des détails sur comment on obtient une opposabilité, je suis à votre disposition. Mais la majorité du temps, on obtient une réduction du taux puisque médicalement, finalement, le médecin conseil a été trop généreux. Hem Et on peut passer, par exemple, le cas tout simple, mais ça nous arrive très régulièrement, 10, donc 10, c'est très douloureux, à 8. Et là, donc, vous passez sur des montants à 100 000 euros ou à 2 000 euros, ce qui est ridicule. Et la cotisation sociale, il y a vraiment un impact très important. Je parle aussi de coefficient socio-professionnel. Alors là, pour aller plus loin, un côté un peu plus technique, les caisses primaires, depuis quelque temps, ont trouvé ça beaucoup plus sympathique en plus du taux d'IPP médical, d'ajouter un coefficient supplémentaire qui peut aller de 5 à 15. J'ai vu pire, mais dans ces cas-là, quand on parle d'un taux d'IPP médical à 8, vous vous retrouvez d'office avec une rente supérieure à 10, rien du fait de cette attribution de ce coefficient socio-professionnel, uniquement parce qu'il y a une incidence professionnelle, souvent un licenciement pour une aptitude physique, mais on sait très bien que ce n'est pas parce qu'il y a un licenciement que pour autant la personne ne peut pas reprendre une activité professionnelle dans un autre secteur, sur un autre poste de travail, mais les caisses et la jurisprudence confirment ce coefficient dès le cas d'un licenciement pour une aptitude physique. On est, nous, en capacité de baisser le coefficient socio-professionnel avec l'aide du médecin dans ce cadre. Également, pareil, la même contentieux que pour les arrêts de travail. On a une phase amiable en commission médicale de recours amiable. Là, les médecins sont un peu plus disciplinés, la commission est plus efficace et on a plutôt de très bons résultats.
et tribunal judiciaire pour la suite où on obtient une expertise médicale. Donc, je réinsiste sur les 2 mois. C'est comme toutes les décisions sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Vous avez 2 mois, 2 mois, 2 mois et après les 2 mois, c'est trop tard. Puisque les caisses se trompent plus, elles gardent les recommandés, elles se trompent plus dans les compétences. Les moyens de contester la forclusion se réduisent nettement plus qu'à partir sur une certaine époque, on avait plus de liberté et la jurisprudence nous était plus favorable. Sur les arrêts de travail, vous n'avez moins ce délai impératif puisque les décisions d'arrêt de travail ne sont pas notifiées. Par contre, attention à la prescription quinquennale qui court et les cours d'appel appliquent le délai par rapport au compte employeur. Donc, la date du compte employeur et le mélange se fait sur les juridictions qui ne comprennent rien entre les comptes employeurs et l'imputation des accidents du travail et maladies professionnelles et les arrêts de travail. Mais on vous rassurez-vous, continuez à se battre sur ce sujet. Mais donc, les arrêts de travail, vous avez moins de délais impératifs pour contester. Je laisse la parole à Karine sur le rôle du médecin. Merci. Donc, cette fois, c'est un rapport d'évaluation des séquelles que notre médecin expert reçoit et analyse. Puis, il établit toujours un rapport médical et propose un taux en adéquation au barème, c'est-à-dire réévaluer, voire baisser le taux d'IPP, et il apporte les critiques nécessaires au taux fixé par la caisse. Il participe aux opérations d'expertise médicale judiciaire ou de consultation médicale à l'audience. Notre médecin expert est un soutien à l'intervention de l'avocat grâce à son rapport d'expertise médicale. Si je puis me permettre, la procédure est dans la CMRA est assez précisée par la réglementation. On ne s'est pas lancé pour vous expliquer chaque délai et autres. Si vous voulez des explications complémentaires, nous sommes à votre disposition avec Medicat Partner pour vous l'expliciter plus largement. Et, donc, Medicat Partner, on a un très grand réseau de médecins experts sur toute la France. Le principe, donc, il existe, comme nous l'avons vu, il existe plusieurs types d'expertise, amiable, judiciaire et contradictoire. L'objectif est d'obtenir un rapport médical détaillé en vue de contester les indemnités diverses. L'expertise médicale se déroule en 4 étapes. Déjà, une demande de Marvel à Medicat Partner d'expertise. Ensuite, nous mandatons un médecin expert parmi nos 1800 médecins experts sur toute la France en fonction de la disponibilité du médecin, de la proximité et surtout en fonction de la spécialité en lien avec la pathologie du salarié. Ensuite, le médecin réalise un examen du dossier médical du salarié et parfois même de ce dernier. Et la dernière étape, il rédige un rapport médical qu'il envoie aux personnes habilitées à le recevoir. Il peut être amené à participer aux audiences. Je laisse la parole à Caroline. Alors donc, maintenant qu'on a vu tout ce sur quoi on peut vous accompagner, ce qu'on vous propose aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, c'est une offre spéciale. Donc l'idée, ce serait de vous permettre de vérifier votre taux APMP et en cas d'erreur de calcul du taux ou alors si jamais on se rend compte que pas suffisamment de leviers d'action ont été utilisés pour vous permettre de le diminuer, on vous propose de vous faire des préconisations gratuitement, évidemment. Et donc l'idée, ce serait qu'on s'occupe des démarches pour que vous n'ayez presque rien à faire. L'intérêt étant, d'une part, la baisse de votre taux de cotisation actuel et éventuellement d'obtenir un remboursement du trop versé. Dans le déroulé, c'est assez simple. L'idée, c'est de nous transmettre toutes les données issues de votre compte employeur sur Net Entreprise. Nous les analysons et vous proposons donc les préconisations comme je viens de vous l'expliquer. Et sur la base d'un gain financier que nous aurons estimé, vous pouvez décider ou non de lancer les recours que nous vous recommandons. Et en cas de succès, vous récupérez le trop versé. Évidemment, vous conservez l'intégralité de ces
Et donc, du coup, pour ce faire, vous pouvez vous inscrire au lien que vous voyez apparaître sur la présentation. Ça me permet de rebondir, Caroline, sur une question qui nous est posée sur les proportions de réussite des recours. Donc, ça va très bien avec la question de l'audit du taux de cotisation. On se rend compte actuellement que les proportions de réussite, alors ça dépend des thématiques, mais ça marche plutôt bien. Par exemple, sur les durées d'arrêt de travail, comme je vous l'ai dit, j'ai dit tout à l'heure, c'est très efficace. Dès lors qu'on obtient l'expertise, la très, 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 très grande majorité, l'expert judiciaire nous est favorable. Sur les tiers responsables, ça c'est un autre contentieux qu'on pratique très bien. On a une grande pratique, enfin courante avec les caisses primaires, les CARSAT. Alors, moins facile avec la cour d'appel d'Amiens en tarification, mais dès lors qu'on a tous les éléments de preuve, et donc en fait ça c'est des dossiers qu'il faut constituer en amont ensemble, c'est très efficace pour obtenir, et c'est très rapide parce que là ça peut être dès l'étape du service recours contractuel de la caisse primaire, on peut voir retirer les frais dus sur le compte employeur, même avant l'imputation sur le taux de cotisation, ce qui fait que vous n'avez fait aucune avance de cotisation, ce qui est, ça vaut assez le coup de ce fait-là. Sur les accidents de travail, sur l'imputabilité ou sur les maladies professionnelles, on a alors la dernière réforme qui est appliquée avec la dématérialisation nous permet d'avoir moins de motifs de contestation sur l'aspect du contradictoire, mais on développe de nouveaux motifs de contestation. On ne lâche rien, ce qui fait qu'on met à l'épreuve la caisse primaire. Les juridictions nous suivent. On a eu là, sur le Covid, des choses plutôt simples avec des prorogations de délai. Pour autant, la caisse primaire bataille, fait appel, mais on obtient gain de cause sur le non-respect du contradictoire, sur la matérialité de l'accident également, dès lors qu'on a des éléments de preuve concrètes pour pouvoir contester. Et sur la maladie professionnelle, c'est ce qui est souvent les sinistres sur lesquels on obtient le plus facilement des inopposabilités. Il y a plus d'erreurs de la caisse primaire sur le respect du contradictoire, notamment en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, C2RMP pour les intimes, où là, la caisse primaire continue à faire des erreurs de procédure avec la nouvelle réforme. Et on a encore de beaux jours devant nous pour les embêter, et la position de la Cour de cassation nous est favorable pour obtenir l'inopposabilité sur les maladies professionnelles. Donc, ça vaut les proportions de réussite sur ce type de contentieux. Donc, les arrêts de travail, les taux d'IPP, les maladies professionnelles, c'est encore très efficace. Enfin, c'est très efficace, et je vous conseille j'aurais du mal à vous conseiller autrement, de faire attention, d'agir sur ces thématiques. Pour répondre à votre question. Et si donc là, sauf à François de reprendre la main pour nous parler de Marvel Up, si l'internet veut bien. Le micro, François. Ah, ça fonctionne pas. Peut-être qu'on peut laisser le petit temps de questions si jamais il y en a d'autres qui pourraient en avoir. Bien entendu, on est à votre disposition pour là, vous avez nos numéros de téléphone, nos mails pour vos questions, parce qu'il y a tellement d'aspects sur les accidents du travail et maladies professionnelles, sur les réserves, éviter la prise en charge. Alors, pour une contestation, alors je lis la question et je me permets de répondre. On est sur un accident de 2018 s'il a été pris en charge dans les alentours de 2018, que vous n'avez pas, là, il a été contesté. Alors, il faut voir la notion de contestation. Vous avez la contestation de l'accident du travail, donc dans les 2 mois de la prise en charge. Et si vous êtes en cours, notamment dans le cadre d'une procédure judiciaire, c'est tout à fait possible. Si c'est que les arrêts de travail qui sont contestés, on peut le faire. Attention alors la prescription quinquennale, ce serait à partir de la date de consolidation.
Mais il faut bien toujours faire attention parce que les caisses primaires sont d'une mauvaise foi et les juridictions les suivent. Donc il faut contester le plus vite possible les arrêts de travail, et donc ça, c'est encore tout à fait possible. Par contre, pour l'inaptitude physique, eh bien, dans la mesure où les droits sont acquis vis-à-vis de dans vos relations avec votre salarié, eh bien, si vous n'avez pas, contesté, l'avis, d'inaptitude à l'époque, mais je pense qu'on est largement, c'était vraiment trop tard, sur l'inaptitude en tant que telle, on ne peut rien faire. Probablement que depuis 2018, il n'y a pas eu de taux d'IPP, c'est que vous n'en aurez pas, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle. Nous sommes à votre disposition, si vous voulez, qu'on étudie, le dossier sur l'aspect, angle arrêt de travail. Et là, ce serait, sur les taux de cotisation, et le changement de tranche, sur les arrêts de travail imputés sur votre compte employeur et donc taux de cotisation 2018, donc ça fait vos taux de cotisation 2020, 2021 et 2022. Mmh, donc donc là, effectivement, vous pouvez, comme je vous disais, les accidents, c'est tellement large comme thématique, que, il est très fortement conseillé de les prendre en considération tout de suite, dès leur survenance, de ne rien lâcher immédiatement, voir si vous êtes d'accord ou pas pour la prise en charge, de suivre l'absentéisme immédiatement, de prendre contact avec le salarié déjà pour les faits, pour déclarer et d'être sûr de déclarer correctement et de savoir vers quoi vous tendez au niveau des arrêts de travail. Si évidemment il y a une fracture, une entorse, bah, vous avez une visibilité. Mais aussi on est sur un malaise, cas qu'on rencontre un peu trop souvent à mon goût. Pourquoi le malaise? Sauf que la caisse primaire considère que le malaise, c'est le fait accidentel et la lésion et applique une présomption d'imputabilité et se pose pas plus de questions. Et la Cour de cassation lui permet. Si vous prouvez que le malaise est d'origine personnelle, mais parce que vous devez obtenir l'information. Moi, j'ai déjà eu un cas où la personne avait dit que c'était un stress au travail. La caisse primaire prend en charge, bien entendu. J'ai découvert qu'en fait, c'était une crise d'hypoglycémie parce que, elle avait, fait du sport le midi et qu'après elle n'avait pas mangé et donc j'ai monté un dossier. L'infirmière, avait vu, la salariée, avait donc pu, me justifier par le registre d'infirmerie une attestation sur l'honneur qu'en fait, c'était une crise d'hypoglycémie. J'ai obtenu l'inopposabilité. Bien entendu, c'est plus facile d'obtenir un refus de prise en charge parce que la personne, finalement, c'était une crise d'hypoglycémie parce qu'elle avait fait du sport. Si elle fait une crise d'hypoglycémie parce qu'elle a travaillé et qu'elle n'a pas mangé, c'est un accident du travail. Mais c'était parce qu'elle avait fait du sport. Et ça, en fait, et on le rencontre tout le temps, ce genre de cas où on se dit a posteriori, mince, c'est injuste. Mais bah oui, sauf que c'est à l'employeur de prémâcher le travail de la sécurité sociale, de la juridiction, et de tout apporter sur un beau plateau d'argent, toutes les preuves, tous les éléments pour, obtenir, gain de cause. Donc obtenir les refus de prise en charge, suivre les absences, lancer les contre-visites médicales ou les contrôles AT comme, vous ont parlé, Caroline et Karine, quand il faut, et pas à vue parce que moi, on m'a déjà demandé de faire des contre-visites médicales, mais la personne, elle avait une fracture, du bras, ce qui fait que non, on ne fait pas de contre-visite médicale pour une fracture. Par contre, on fait, un contrôle AT, quand on a un salarié, qui, tout d'un coup, en cours d'accident du travail, vous dit, qu'il a un choc psychologique alors que ça n'a rien à voir et qu'en réalité, il a, des problèmes personnels, à la maison et parce qu'on le sait. Mais ça, il faut obtenir ces informations. Vous avez le droit d'obtenir ces informations. C'est conforme, ce n'est pas irrespectueux du droit, du secret médical et ce n'est pas irrespectueux du droit à la vie privée de vos salariés dès lors qu'ils vous donnent accès, aux informations. Et donc, nous vous conseillons vivement vous sensibiliser sur ce sujet pour permettre d'avoir une visibilité pour ce que vous payez. Parce que vous avez des taux de cotisation des comptes employeurs. Si vous n'avez pas à chaque ligne une connaissance de ce qui est derrière, et bien, en fait, nécessairement, vous allez vous dire mince, pourquoi je paye autant? Nous pouvons vous aider à savoir, pour chaque ligne, qu'est-ce qui est derrière et de vous dire: «Bah, celui-là, c'est normal, je paye tant, on est OK et celui-là, eh bien, on a obtenu moins parce qu'on a, réussi à le faire, reprendre au bon moment» et que la sécurité sociale, eh bah, de toute façon, on n'avait rien fait, mais nous, on a fait l'action et le salarié a repris, son emploi. Donc au bon moment, on ne fait pas les choses, évidemment, n'importe comment, dans les règles, avec l'accord du médecin du travail, enfin de le et ce qui fait que vous savez sur cette ligne-là,
que que l'imputation est correcte et que vous savez pourquoi vous cotisez. Et ça, c'est la transparence et la connaissance des sinistres sur lesquels vous payez. Je trouve que c'est pas anodin. Ça vous permet, pour vous, au niveau de votre trésor, enfin, de vos quotidiens en gestion en interne en entreprise, quelque chose alors qui est peu connu, mais qui est peu fait, mais qui est pas un luxe, à mon sens. Si je peux laisser la parole à quelqu'un d'autre, Aussi, moi j'ai une question qui revient régulièrement et je pense que beaucoup de personnes peuvent se poser la question. Lors de la déclaration de l'accident de travail, on a beaucoup de retours employeurs qui nous disent qu'ils n'ont pas émis des réserves lors de la déclaration. Est-ce que c'est important, et je pense qu'il faut le dire, d'émettre des réserves sur la déclaration s'ils ne le font pas? Quelle est l'importance? Les réserves, c'est indispensable dès lors qu'elles sont motivées et qu'elles ne doivent pas être faites pour n'importe quel motif. Parce que sinon, la sécurité sociale n'écoute pas, n'est pas intéressée et pour les prochaines réserves astucieuses que vous ferez, eh bien, elles considéreront que d'office c'est pas motivé et vous serez blacklisté. Il faut donc faire des réserves pour générer une instruction de la caisse. Sinon, elle prendra en charge d'emblée l'accident du travail et vous êtes coincé, vous serez obligé de contester devant la commission de recours amiable et le tribunal judiciaire. Pour faire des réserves motivées, vous devez soit prouver que l'accident n'a pas eu lieu au temps et lieu du travail, simple, hein. Par exemple, le salarié n'a pas de témoin, n'a pas prévenu tout de suite, a attendu plusieurs jours après un week-end, est allé voir le médecin, mais quelques jours après. Ce qui fait que vous êtes informé pour un accident du jeudi, vous êtes informé le lundi, vous dites c'est bizarre, il n'a informé personne alors qu'il travaille avec des collègues, qu'il a un responsable pas loin de lui qui lui en a pas parlé, et que tout d'un coup le lundi vous dites j'ai eu un accident, j'ai mal au dos. Oui, bien sûr. J'ai porté une palette ou un objet, c'était très lourd. Et le lundi, je suis allée voir le médecin parce que j'ai tenu bon tout le week-end et j'ai travaillé vendredi, mais je n'ai pas voulu me plaindre. Et promis, je vous assure, les caisses croient ce genre comment dire, de versions qui peuvent leur être données par les salariés. Et tout d'un coup, la lésion du lundi est une sciatique. Et là, en fait, vous avez le fait qu'il ne vous a pas prévenu, que dans ces cas-là, vous n'êtes pas sûr que l'accident ait lieu le jeudi, que les faits ne sont pas avérés, puisque de toute façon, vous n'avez aucun témoin, alors qu'il travaille en binôme. S'il travaille tout seul, c'est moins facile, et que la sciatique n'est pas rattachable au fait d'avoir porté un colis ou je ne sais pas quoi, et que c'est plus un rapport avec un état de santé personnel, et ça, parce que vous avez obtenu des informations et vous savez qu'il a eu un arrêt maladie 2 mois ou 1 mois ou 3 semaines avant, plus près c'est, mieux on se porte, et que vous savez que c'est pour la même affection. Autre motif de réserve, c'est la cause totalement étrangère, le cas du malaise par exemple, où vous savez qu'en réalité c'est une crise d'hypoglycémie ou parce que la personne a fait la fête pendant tout le week-end. J'ai eu ça aussi, je vous assure que j'ai eu ça. Et je vous assure. Et que la personne voulait passer ça en accident du travail, parce que bien entendu, quand elle va voir son médecin, elle ne se met pas en arrêt maladie, mais en arrêt accident du travail. Et donc, pourquoi ne pas le faire, puisque la législation vous le permet, que les médecins ne vérifient pas. Et j'ai réussi à faire en sorte que, dans le cadre de l'instruction, la salariée a avoué qu'elle avait fait la fête tout le week-end et qu'elle était fatiguée, que c'est pour ça qu'elle avait fait un malaise. Ça a été refusé. Si je n'avais rien fait, pas émis de réserve, pas suivi l'instruction, alors c'est parce que je dis parce que c'est vraiment moi qui ai géré ce dossier en live et directement. Et si on n'avait pas géré ce dossier, eh bien la salariée aurait vu son accident du travail prise en charge. Pour les recours contre tiers, je me permets de répondre à la question. Je Ouais, je n'arrête vous pas, propose pardon. qu'on termine sur ces deux questions. Donc, quel organisme Pour le recours contre tiers, pour c'est faire le service du recours contre tiers de la caisse primaire d'assurance maladie d'affiliation du salarié.
Et après, en fonction d'eux, donc c'est eux qui voient s'il y a bien un tiers responsable et parce que pénalement, ils veulent intervenir, que amiablement, dans le cadre d'un protocole transactionnel, loi de 85 sur un accident de la circulation, veulent récupérer l'argent qu'ils ont engagé au niveau des arrêts de travail. Et donc, la caisse primaire est en première ligne. Dès lors qu'elle a récupéré son argent dans le cadre d'un procès ou eh bien, ça sera la première à dire à la CARSAT, c'est bon, vous pouvez ne pas imputer les frais. Sinon, eh bien, c'est un contentieux vis-à-vis de la CARSAT qui est compétente vis-à-vis de votre établissement. Puis après, la Cour d'appel d'Amiens en tarification. Je vous conseille d'avoir un dossier solide devant la Cour d'appel d'Amiens parce qu'ils sont moins sympathiques. Il n'y a pas de notion de rejet implicite puisque c'est le temps de la vie, sauf si vous avez un rejet de la CARSAT. Et là, dans ces cas-là, vous avez le délai de 2 mois pour saisir la Cour. Mais vous avez toute la vie du dossier jusqu'à obtention de la décision de justice ou du protocole transactionnel pour obtenir le retrait des frais. Il y a pas et le taux de cotisation avec le fait qu'on a 2 mois pour contester, ça je ne l'ai pas dit, vous avez 2 mois pour contester le taux de cotisation, ce qui fait que là, nous sommes au mois de mars, c'est fini. Pour le taux 2022, on se retrouvera pour le taux 2023. Non, je rigole. Mais effectivement, vous avez 2 mois. Pour les recours contre tiers, ce délai de 2 mois n'est pas applicable. Donc, et donc j'ai vu qu'il y avait encore une autre question sur un refus de prise en charge. Et je suis à votre Il y a deux autres disposition. questions sur lesquelles je vous propose de revenir. Est-ce qu'on peut revenir sur un AT de juillet 2018 d'une personne qui a été licenciée en inaptitude en juillet 2020 et un AT qui a été contesté plusieurs fois, a priori, par un courrier avec accusé de réception? C'est une question sur laquelle j'ai eu l'occasion de répondre pendant que tu étais déconnectée parce que Internet est capricieux aujourd'hui. Je n'ai pas eu la possibilité encore de répondre à la question sur le refus de prise en charge, comment faire. Eh bien, alors, soit la caisse a été seulement astucieuse parce que vous avez fait une déclaration piège. Je suis à votre disposition sur la technique, sur comment faire une déclaration piège pour forcer la caisse primaire à faire une instruction. Si la caisse instruit que dans le cadre du dossier, mais souvent il faut aider la caisse parce qu'elle ne le fera pas seule. Dans le cadre de l'instruction avec des observations, répondre aux questionnaires, vous pouvez obtenir le refus de prise en charge. Les réserves, parce que vous avez fait une enquête en amont, en interne, c'est la meilleure technique pour prémâcher le travail de la sécurité sociale qui, même si elle fera une instruction, vous l'aurez orienté, pris par la main. C'est notre pratique très courante chez Marvel Avocat. On leur tient par la main jusqu'au bout, jusqu'au refus de prise en charge, et ça marche. Donc, rien ne vaut les enquêtes en interne et de prémâcher le travail de la caisse. Voilà, j'ai François, je te laisse. Je vérifie si on a d'autres questions, mais comme vous avez pu constater, j'ai quelques difficultés de connexion, donc moi de mon côté, je n'en vois pas. Je vous propose qu'on s'arrête là pour cette session. Merci à Medicat Partners, à Marvel pour vos contributions et bien sûr aux participants. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez revenir sur certains points ou avoir plus d'informations, vous avez les coordonnées de Medicat Partners, Marvel et Marvel Up que j'aurais pas eu l'occasion de présenter malheureusement. Mais, à votre disposition et merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.